Bonjour. L'Institut de haute études de Tunis et l'Institut africain d'économie financière, via le groupe du Daily Trading Forum, organisent le Forum de l'économie financière. C'est une vidéoconférence en ligne. À l'heure où le pays en proie à la plus grave crise pandémique, nous allons aujourd'hui traiter de la session sur la refondation de la politique financière pour une reprise inclusive, avec Si Bilal Sahnoun, directeur général de la Bourse, Si Izzdin Arbi, professeur d'économie, Si Chokri Gharbi, journaliste, rédacteur en chef adjoint de la presse, et moi-même. La politique financière en Tunisie. À l'heure où le pays traverse la deuxième crise pandémique, les indicateurs économiques au futur sont au plus bas. Perspectives économiques, perspectives financières, les contraintes. Où est-ce que nous en sommes sur le plan financier aujourd'hui? Je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Je parle de la Banque centrale. On n'est pas au Far West, du moins pas encore. Cependant, il convient de mettre en exergue un certain nombre de faits stylisés au niveau des réserves en devises. Au 5 octobre 2020, les réserves en devises de la Tunisie se montaient à 143 jours d'importation. Hier, c'était 144. Les réserves en devises sont en train d'augmenter. Et c'est bien, certains disent que c'est bien. Attention, c'est que c'est par rapport à leur niveau fin décembre 2019, on n'en était qu'à 111 jours d'importation. Donc on a gagné 33 jours. Alors que nous sommes en pleine crise économique et financière. À ceci près que au 25 octobre 2019, c'est-à-dire l'année dernière, à une semaine près, nous étions à 6,5 milliards et 84 jours à fin 2018. C'est très bien, c'est fantastique. Il y a même des journalistes qui se sont félicités de l'évolution de nos réserves. Deuxième effet à signaler. Selon l'Institut national de la statistique, au cours des 9 premiers mois de l'année 2020, c'est-à-dire en pleine crise, la crise c'est 2020, les échanges commerciaux de la Tunisie à l'extérieur ont enregistré en volume prix constant, c'est-à-dire c'est du réel, par rapport à la même période en 2019, c'est-à-dire d'une année à l'autre, les échanges ont baissé de 15,3% à l'exportation et les importations de 18,1%. Ça veut dire que cela signifie que nous avons en gros une baisse de 6,7% à l'exportation
et 21, presque 21,5% à l'importation. Mais c'est grave. C'est grave parce que on exporte moins, parce que l'entreprise tunisienne, elle est confinée, etc., c'est parfait. Ça veut dire qu'elle ne produit pas. Et la preuve, c'est que 21,5% d'importation en moins, cela signifie en fait que les agents économiques, ménages et entreprises, surtout les entreprises, ont enregistré une baisse de leur activité et de leur revenu de 21,5%. C'est très grave. Ça veut dire que l'activité économique en Tunisie, elle n'est pas de 7%, ni de 11%, ni de 7%, ce qu'on a entendu, mais de 21,5%, ce que nous avions estimé à l'époque, ici même, à l'Institut de hautes études et l'Institut africain d'économie financière, d'une baisse, une baisse au fin septembre, une baisse de à peu près 21 à 22%. Ça a été écrit dans le journal La Presse, ça a été ailleurs, bref. Donc ici, bien sûr, cela signifie que nous ne sommes plus, comme l'avait dit Safik Shelbi la semaine dernière, il avait dit on va vers le scénario grec ou portugais, on est au bord du gouffre. Donc, il faut absolument que l'État mette du sien, relance l'économie, et nous croyons savoir que, indépendamment du plan de relance de 25 milliards que nous avions publié un peu partout, l'IHE et l'Institut africain d'économie financière, nous croyons savoir que l'ancien ministre des Finances précédent avait dans ses tiroirs un plan de relance qui était à publier. Il attendait la signature aux hautes autorités, sauf qu'il y a eu un changement de gouvernement. Bref, donc nous avons un gros problème de stabilité politique, de stabilité sociale, et maintenant c'est le chaos financier qui nous guette. Au cours de cette session, je propose de dresser un bilan de l'évolution du secteur financier en Tunisie à la lumière de la crise et d'examiner les politiques financières, fiscales, etc., qui pourraient contribuer à améliorer les mécanismes de transmission d'un plan de relance inclusif. Nous avons dit au cours des binaires précédents qu'il faut relancer avec une politique budgétaire et fiscale expansionniste pour doper l'économie, et il faut qu'il y ait une politique financière et une politique monétaire à l'appui, et le financement serait en gros essentiellement tuniso-tunisien. En d'autres termes, au cours de cette session, nous allons tenter de débattre des contours de la politique financière à l'heure de la crise actuelle. 2 points nous semblent essentiels. Le premier point,
est-ce que le secteur financier tunisien est capable aujourd'hui de financer l'effort de relance inclusive nécessaire et suffisant? Le deuxième point, est-ce que la politique financière ne devrait-elle pas être soutenue par une politique fiscale cohérente et stable, c'est-à-dire crédible? Nous allons entendre le point de vue du directeur de la bourse qui a fait de tout le marché financier, bourse et toute la structure supplémentaire adéquate. Nous allons ensuite entendre Ezdine Larbi, prof d'économie, et l'œil de Moscou, celui qui suit toute l'actualité et la conjoncture économique, Chokri Larbi, notre ami de très longtemps. Sibylle, c'est à vous. Merci beaucoup, Sitar, pour cette invitation. Si vous permettez, Sitar Madabia, je rajoute un autre point additionnel, la qualité du risque étatique et la notation de la dette tunisienne et un ensemble de facteurs qui méritent d'être revisités afin de recrédibiliser un peu les engagements de l'État et améliorer un peu le risque de l'État. Aujourd'hui, quand on parle de risque de l'État, c'est un risque souverain. Il est censé être le meilleur, donc il est censé également obtenir les meilleurs taux. Et lorsque l'État sort sur le marché pour acheter et pour lancer des appels d'offres, il est censé également obtenir les meilleurs prix. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, nous avons observé sur le marché des émissions privées qui sortent à des coûts moindres que les émissions souveraines, que les BTA. Nous avons entendu également beaucoup d'entreprises qui soumissionnent à des appels d'offres et qui disent que ne faisant plus confiance parce qu'il y a des retards et des impayés de l'État, donc soit ils ne soumissionnent pas, soit ils compensent ces retards de paiement par des prix additionnels, donc une prime de risque déguisée. Et ceci ne peut pas continuer. Qu'est-ce qui nous a amené à tout cela? Ce qui nous a amené à tout cela, c'est en dehors de l'endettement connu et qui commence à atteindre un peu des niveaux importants, il y a l'autre endettement qui n'est pas honoré, les arriérés de l'État qui dépassent des fois les 360 jours et ça a été estimé par le ministre sortant, Sinizar Eish. Il a dit que pour redresser, c'était un peu dans son plan, le plan dont vous parliez tout à l'heure de relance économique, il a estimé le besoin à 10 milliards de dinars pour honorer les engagements de l'État vis-à-vis des entreprises publiques et privées. Or, ce montant-là, il est très, très important si on ne voit que la capacité actuelle du marché à lever des fonds. Donc, l'idée qui a été lancée, que je soutiens, c'est que l'État honore très vite ses engagements par une émission spécifique, conjoncturelle, due à la situation actuelle et qui va permettre, une fois pour toutes, de rétablir un peu cette confiance et de ne pas continuer à risquer de mettre en péril plusieurs secteurs d'activité, plusieurs entreprises de taille plus ou moins importante, surtout les PME qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui n'ont pas la confiance du secteur bancaire et qui risquent de faire faillite si l'État client ne les paye pas. Ces montants-là, je disais, ils sont très importants et qu'il faudrait probablement penser à un mécanisme d'un lancement national, d'une émission nationale conjoncturelle important, exclusivement dédié
côté souscripteur aux créanciers qui attendent le remboursement des dettes de l'État. Ce mécanisme permettrait en fait plusieurs avantages. D'abord, redonner via la revente sur le marché secondaire de la bourse de ces obligations d'État, leur acceptation par la Banque centrale à un taux de refinancement important, repermettre à ces entreprises de retrouver les BFR nécessaires à leur continuité d'activité, des BFR aujourd'hui engloutis par ces marchés qui demeurent impayés. À l'occasion aussi, côté ressources, utiliser ou inciter les gens qui ont de la trésorerie oisive ou de la trésorerie thésaurisée qui n'est pas dans le circuit économique à les faire venir pour souscrire à ces émissions-là. Cette trésorerie, elle peut être estimée aujourd'hui à 4 ou 5 milliards de dinars. C'est le calcul que monsieur le gouverneur de la Banque centrale a fait, comparant la masse de billets et monnaies en circulation réelle avec ce dont aurait besoin réellement l'économie tunisienne. Et aujourd'hui, nous aurions un surplus de 4 à 5 milliards de dinars qui mérite une réflexion pour les redrainer et probablement une partie de les intéresser aussi, c'est de trouver le moyen de les intégrer moyennant un blocage dans ce type d'émissions souveraines. C'était proposé dans le plan de relance, dans la partie amnistie fiscale et amnistie de cash. Malheureusement, ce plan de relance, on n'en entend plus parler, et surtout sur ces deux points-là, il semblerait qu'il y aurait pas mal d'objections là-dessus, même si ça peut être une bonne solution de reprise et de la reprise inclusive. Donc, il y a pas mal d'acteurs importants du marché informel qui auraient pu profiter de cette amnistie pour réintégrer le marché formel. En plus, j'ai parlé de l'acceptation du refinancement auprès de la Banque centrale pour créer de la liquidité et pour ne pas sécher le marché, mais ça va permettre également, malheureusement, en contrepartie, d'augmenter l'endettement de l'État. Mais l'avantage, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tard, ce n'est pas un endettement additionnel en devise, c'est un endettement additionnel en dinars. Et pour qu'il n'y ait pas l'effet négatif de cette augmentation de l'endettement sur l'inflation et sur la valeur du dinar, nous devons jouer sur le long terme que nous pouvons donner à ce type d'émission. Ça va être une émission très importante. Une fois dans la vie de la Tunisie, elle va résoudre le problème une fois pour toutes de l'endettement de l'État, mais qu'on mette ça sur une période très longue, pourquoi pas 10, 20, 30 ans, je n'en sais rien, mais surtout qu'il y ait une volonté d'abord de le faire et surtout un engouement un peu citoyen de tous les acteurs avec l'accord de la Banque centrale, avec l'accompagnement des banques qui vont transformer cette forme de titrisation en liquidité à réinjecter sur le marché et bien entendu en essayant d'y attirer les acteurs du marché informel ou le surplus de cash du marché informel. Je finirai, je rajouterai peut-être un dernier point pour cette émission spécifique. Si l'objectif est de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises
et de les relancer, il ne faut surtout pas leur laisser la possibilité de replonger de nouveau dans la situation où elles sont aujourd'hui. Et il faut que tous les ingrédients qui ont fait qu'elles basculent d'un épargnant national en 2010 en consommateur structurel en 2020, il faut vraiment les éradiquer, à commencer par leur management, le management, comment le management des banques publiques a changé et comment aujourd'hui les banques publiques sont en train d'être gérées presque au même titre que les banques privées, parce que tout simplement, on a un rigueur qui leur exige exactement les mêmes exigences, les mêmes ratios, mais on a également, on les a mis dans une loi bancaire qui les met en parfaite concurrence et qui les oblige. Et du coup, la tutelle traditionnelle qui interférait dans la gestion de ces banques s'est faite très faible, elle a été réduite. Il faut dupliquer le même modèle avec l'ensemble des entreprises publiques, que les entreprises aient leur autonomie. Le management doit être jugé sur son management et il ne faut pas qu'on dise que le conseil d'administration de telle ou telle entreprise nous a imposé ceci ou cela, sachant que le conseil d'administration, il est composé quasi exclusivement d'agents publics. Voilà, pour ne pas trop accaparer la parole, mais je vais rebondir sur d'autres questions et répondre sur d'autres si je ne l'ai pas fait. Très bien, merci beaucoup Sibile. Asdine, à toi la parole. Merci, Sita. J'aimerais faire quelques remarques tant au niveau de ce qui a été dit dans l'introduction de Sitar que de mettre aussi un cadre général de ce qui vient d'être présenté au niveau de tout ce qui est financier et financier. La première remarque que je voudrais faire, je voudrais rebondir sur cela, c'est sur les avoirs en devise que vous avez mentionné dans l'introduction, les 140 ou 53 ou 143 jours d'importation à la date du 5 octobre, n'est-ce pas, que vous avez mentionné. Ce qu'il faudrait dire, c'est que d'un côté, il y a bien sûr une note, c'est-à-dire pour résumer que le déficit courant, pas de déficit de la balance des paiements, si vous voulez, la balance commerciale, c'est rétréci, contrairement bien sûr au déficit budgétaire. Ceci est dû à une contraction que vous avez bien dit au niveau tant des importations que des exportations. Alors, quid des réserves, n'est-ce pas, que vous avez comparé en disant que au 8 octobre ou bien au 5 octobre, n'est-ce pas, il s'élève à 143. Ben, c'est très simple parce qu'il y a eu des flux de capitaux. N'oublions pas que la Tunisie a obtenu un prêt du Fonds monétaire international qui sont d'à peu près 750 millions de dollars, n'est-ce pas, approuvés au mois de juin de 2020. Il y a aussi la Banque mondiale au niveau des appuis budgétaires, n'est-ce pas, ça c'est d'appui direct, à peu près 260 millions de dollars. La Banque africaine de développement, pour cette année, 180 millions d'euros pour cette année. Et bien sûr, décaissé en une seule tranche, en principe, je crois que là-bas, ils attendent un peu le vote de l'ARP pour cela. Et bien sûr, j'ai appris qu'hier, la France, n'est-ce pas, à l'occasion de la visite du ministre des Affaires étrangères, ils ont signé un package au niveau d'appui aux réformes. Je ne parle pas de tout ce qui est projet d'eau, etc., dont ils ont parlé avec l'AFD. Un paquet de 360 millions d'euros, dont 100 millions d'euros vont être décaissés pour cette année. C'est ce qui a été rapporté hier. Donc, tout ceci fait que, bien sûr, si vous lisez dans 2 ou 3 jours encore, vous allez trouver que les avoirs en réserve vont augmenter. Donc, tout ceci, en quelque sorte, est je ne dirais pas un paradoxe, mais une situation où il y a une contraction énorme, n'est-ce pas, au niveau de la croissance, une baisse de l'activité où
tous les comptes, je n'ai pas besoin de citer ces chiffres-là. J'ai cité tant au niveau des webinaires que dans la presse, n'est-ce pas, au mois d'août même, ou même avant, n'est-ce pas, en détail. Donc, ceci, les avoirs extérieurs nets, c'est parce qu'il y a eu des flux de capitaux qui sont venus. Maintenant, une question que j'aimerais vraiment décortiquer un tout petit peu, je n'ai pas d'informations, c'est que qu'en est-il des décaissements, par exemple, de ce que l'État a décidé, n'est-ce pas, au mois de mars 2020, concernant les 2,5 milliards de dinars pour venir en aide essentiellement à la crise du Covid. Et entre autres, pour venir en aide, pour préserver, mis à part tout ce qui est préserver la santé, le capital humain, mais aussi c'est de préserver le tissu économique des entreprises, n'est-ce pas, celles qui produisent les richesses, surtout les PME, et qui sont appelées à reprendre leurs activités. C'est ça ce qu'on appelle la rente. Qu'en est-il de ces 2,5 milliards de dinars? Je n'en sais absolument rien. On n'a pas d'informations. Décaissés, pas décaissés, où sont-ils? Je n'en sais absolument rien. Si quelqu'un m'éclaire, je serai tellement content. Tout ce que je sais, c'est que même la caisse 18-18, selon la déclaration du chef du gouvernement, un peu en contradiction avec le ministre de la Santé ou autre, je ne sais pas, les 200 millions de dinars, j'avais dit, est-ce qu'ils ont été décaissés ou pas décaissés? Ce qui existe, c'est qu'il y a un manque au niveau des importations et qui est en train de, n'est-ce pas, se répercuter sur la santé des Tunisiens. Il n'y a pas de vaccin pour la grippe, pas de médicaments, tous ces problèmes d'entreprises publiques, de pharmacie, etc., n'est-ce pas, et d'entreprises publiques. C'est ça ce qui se pose à très court terme. Pourquoi je parle de cela? Parce que il faut situer, je crois, tout ce qui est politique financière. Est-ce que le gouvernement a une vision à court ou à très court et à moyen terme? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une ancienne vision le plan de 2016-2020, et ça va se terminer. Y a-t-il l'évaluation de cela? Il n'y en a pas eu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un dérapage, bien sûr. On va mettre tout sur le compte de la Covid. Mais l'économie a déraillé même avant la Covid. Donc, pas de réforme, rien du tout n'a été fait. Covid n'a fait qu'exaspérer. Et je dirais, à attirer l'attention pour résoudre un peu le problème. Donc, pour venir au problème de financement, effectivement, le grand problème de la Tunisie, le plus gros problème qui se pose, c'est vraiment le financement du budget, n'est-ce pas? Le financement du budget avec des estimations qu'on a même pour cette année qui sont effrayantes, avec des proportions inédites. On parle du 13,5, du 14% d'un déficit budgétaire. Et on parle comment va-t-on le combler? Il y a 10 milliards qu'on a oubliés de l'ancien gouvernement, le gouvernement faire, et qui est en train de maintenant de découvrir qu'est-ce qu'on va faire, etc. Moi, ce que je dirais, c'est que il y a bien sûr une action, je crois, d'épicier au départ. Épicier, c'est-à-dire que le ministre des Finances, quel que soit X, dit voici qu'est-ce qu'on a dans les comptes chaque jour, qu'est-ce qui va entrer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, vraiment, ça, il faut le faire, mais on perd la vision. On perd tout ce qu'on va faire comme reprise. On va parler, mais on va rien exécuter. Et le gros problème de la Tunisie, c'est qu'on parle beaucoup et on n'exécute rien. Il n'y a pas un plan de mise en œuvre et d'action à faire. Les diagnostics sont faits, les analyses sont là, qu'il s'agisse du secteur financier ou du fiscal, ou de politique sectorielle, etc., quand on parle de relance, de l'industrie ou du numérique ou autre, les faits sont là, mais dans la pratique, il n'y a pas d'exécution. Il y a beaucoup de projets qui sont financés par l'extérieur, de projets, pas d'appui budgétaire. L'argent est là, mais ce n'est pas dépensé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses bureaucratiques au niveau des appels d'offres, de ceci pour l'hôpital ou pour je n'en sais rien. Donc, il y a des retards. Et on ne peut résoudre cela que vraiment en ayant une certaine vision et en ayant un plan d'action et une stratégie. Ce que je ne vois pas d'ici même
quand on dit dans 2 mois, c'est demain, comment boucler ce budget-là et comment, en quelque sorte, revoir 2021. C'est beau de dire qu'on va compter sur nous-mêmes. Bon, on va compter sur nous-mêmes, c'est très bon. La Banque centrale, elle est là. Elle est toujours prête à ce que, contrairement à ce qu'on dit, elle est toujours prête à s'adosser un tout petit peu, n'est-ce pas, s'adosser à tout ce qui est politique économique du gouvernement. Il y a, est-ce que a-t-on besoin d'un recours massif maintenant aux bons de trésor ou quelque chose de ciblé pour les entreprises? Oui, à condition, bien sûr, quelqu'un vous dise que la Banque centrale refinance. Je suis sûr que actuellement, il n'y a pas les liquidités nécessaires pour soutenir les entreprises et l'État, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... Donc c'est pour ça que il y a ce qu'on appelle une zone grise, grey area, qu'il faudrait essentiellement voir un tout petit peu. Il y a certains qui proposent des solutions miracles. Ils disent que la Banque centrale procède à l'achat de tout ce qui est ensemble de bons de trésor détenus par les banques, les entreprises, les personnes physiques et de les annuler. Pour moi, c'est grave. Pour moi, ça, c'est un peu grave. Pourquoi? Parce que ça, c'est une solution, franchement, qui pourrait déclencher, n'est-ce pas, l'inflation davantage, puisqu'on a plus ou moins contrôlé l'inflation, si on regarde la tendance de ces dernières années, mais on n'est pas ici dans des pays développés. Les pays développés peuvent faire de financement même de monnaie d'hélicoptère. L'inflation est basse. Les intérêts sont même négatifs aux États-Unis ou en Europe, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent se permettre, peuvent faire de ce que j'appelle la monnaie d'hélicoptère. Mais un financement direct qui est interdit par les statuts de la Banque centrale au niveau du budget de l'État, n'est-ce pas? Ça n'existe même pas dans les pays développés, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Donc maintenant, au niveau du marché financier, ce que je dis, j'aimerais être un peu corrigé, c'est pas vraiment exactement mon domaine, mais tout ce que je sais en tant que macroéconomiste, c'est que le marché des capitaux en Tunisie, il ne joue pas un grand rôle dans la mobilisation de l'épargne et le financement de l'économie réelle. Ça, il faut le dire. Les fonds mobilisés représentent, si j'ai pris 2 chiffres à peu près, et j'ai vu que le marché boursier, par exemple, le marché boursier n'est pas vraiment représentatif de l'économie nationale. Pourquoi? Par exemple, si on prend la Covid et si on prend l'impact de la Covid sur le marché boursier, n'est-ce pas? Et je ne vais pas comparer ça à des pays développés, je pourrais faire, ou même au Maroc, n'est-ce pas? Le marché finance faiblement l'économie. J'ai pris un chiffre, une moyenne entre, par exemple, 2008 et 2012, il y a une moyenne seulement de 5% du PIB, contre des encours de crédit au secteur privé de, si je lis le chiffre de mon tableau, à peu près de 68,2% du PIB durant cette période 2008-2012. Pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, etc. Le marché boursier n'a pas été tellement impacté parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ne sont pas cotées. Si je prends tout ce qui est transport, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est tourisme, c'est ça les secteurs, n'est-ce pas, qui ont subi énormément la chose. Donc, le marché boursier, quoique on est peut-être plus avancé au niveau de la création de la bourse de Tunis, n'est-ce pas, mais on est en deçà au niveau de l'application, je dirais, de la réglementation, au niveau des contraintes qui ne dépendent pas des autorités du marché financier, mais qui dépendent de la politique financière de l'État. Qu'est-ce qu'exactement on voudrait faire? Qu'est-ce qu'on voudrait faire pour dynamiser ce marché-là et une fois pour toutes? Donc, voici, c'est ce que j'aimerais dire à ce niveau-là, et je rebondirai bien sûr sur d'autres points lorsque la discussion avance. Merci. Merci. Chokri, qu'est-ce que tu as à dire? Allô, Chokri? Allô? Oui? Moi, puisque notre invité est le directeur de la bourse, je voudrais faire quelques remarques à propos de la bourse. Il semble que les activités
à la bourse de Tunis ne sont pas très dynamiques. Il suffit qu'un choc économique soit, c'est-à-dire se produit pour que la bourse arrête presque ses activités. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font des affaires à la bourse suite à un choc ou même sans choc. Avec la Covid-19, la bourse de Tunis a presque, c'est-à-dire arrêté ses activités. Il n'y a pas de grands chiffres réalisés. Il faut, à mon avis, inventer voilà, offrir de nouveaux produits, aussi bien aux investisseurs qu'aux particuliers. Il fut un temps où les particuliers sont venus massivement à la bourse pour acheter des actions. Maintenant, il n'y a presque pas de particuliers. Les particuliers, d'abord, ils ne comprennent pas le travail de la bourse et, deuxièmement, ils ne veulent pas investir leur argent vu que toutes les sociétés pratiquement, sauf les banques et les assurances, ont réalisé des chiffres, des déficits. Donc, les actionnaires ne veulent plus investir leur argent dans la bourse. Il faudrait inventer de nouveaux produits attirants et séduisants pour les consommateurs, aussi bien particuliers qu'entreprises. Il faut intégrer de nouvelles entreprises dans la bourse. Malgré les réformes effectuées au niveau de la bourse, on n'a pas constaté une affluence des entreprises. Les entreprises recourent toujours aux banques pour avoir des financements, alors que la bourse peut offrir des produits, c'est-à-dire des financements intéressants, mieux que les banques. La mentalité des chefs d'entreprise est toujours d'aller vers les banques pour avoir le financement nécessaire. Il faut inventer. Je ne sais pas si le directeur général de la bourse peut prendre l'initiative d'inventer, de proposer de nouveaux produits, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, pour les attirer vers la bourse et pour que la bourse soit plus dynamique, plus attirante, plus performante. Oui, mais une activité envoyeuse de la bourse, ce qui n'est pas normal pour un pays qui veut se développer. Il faut aussi intégrer les petites entreprises. Les petites entreprises ne sont presque pas présentes dans la bourse. Il faut créer éventuellement un marché réservé aux petites entreprises pour les financer et leur permettre de monter, c'est-à-dire dans le marché supérieur. La Tunisie a besoin de la bourse pour qu'elle effectue un travail important au niveau de l'économie nationale. C'est elle qui doit financer les entreprises, aussi bien les petites que les moyennes et les grandes entreprises. Actuellement, on ne constate pas le moindre choc économique. Il suffit qu'un attentat, par exemple, terroriste, soit perpétré pour que la bourse ne travaille plus. C'est ses activités en attendant peut-être pour une semaine et même 2 semaines. Ça doit changer. La bourse doit être solide. Elle ne doit pas être, c'est-à-dire sensible aux chocs économiques. Surtout les petits chocs, comme les actions terroristes et autres. Donc, il faut éventuellement proposer de nouveaux produits, aussi bien aux particuliers, aux entreprises et tous les, c'est-à-dire citoyens qui ont besoin d'un financement. La bourse actuellement, à l'état actuel des choses, ne joue pas pleinement son rôle pour financer les entreprises et l'économie nationale. Elle travaille en veilleuse, comme quoi elle est, c'est-à-dire impactée par le Covid-19. Ça ne doit pas rester comme ça. Il faut changer absolument les choses en dynamisant, trouver des moyens pour dynamiser la bourse et attirer davantage des entreprises, quitte à faire des publicités, quitte à faire des campagnes promotionnelles, pour que la bourse vraiment soit la colonne vertébrale du financement des entreprises.
tout en pensant intégrer les petites entreprises. Les petites entreprises sont en manque de financement actuellement, ils n'ont pas assez de liquidité et même les banques ne veulent plus les financer. La bourse peut être le recours définitif des petites entreprises. Encore faut-il trouver des moyens. Je ne sais pas si le directeur général actuellement présent de la bourse et peut prendre des initiatives pour proposer de nouveaux produits. Il peut faire appel à des bureaux d'études, à c'est-à-dire experts financiers pour inventer de nouveaux produits, de rendre la bourse plus dynamique. Elle ne peut pas demeurer comme ça. Actuellement, elle est en léthargie. On ne sait pas pourquoi. Certes, les entreprises sont en difficulté financière, mais c'est à la bourse de trouver des moyens de les dynamiser, les financer. Actuellement, malheureusement, je lis toujours les rapports de la bourse. Il n'y a pas beaucoup de capitaux qui circulent. Il n'y a pas beaucoup de capitaux. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de nouvelles sociétés. Toutes les sociétés qui sont actuellement à la bourse sont les grandes sociétés essentiellement. Il faut créer un marché pour les petites sociétés, les petites entreprises, où ils trouveront des financements nécessaires, ainsi que les actionnaires qui sont en mesure d'acheter des actions éventuellement. Sinon, la bourse ne peut pas jouer son rôle, c'est-à-dire attendu. D'ailleurs, plusieurs entreprises critiquent la bourse actuellement, vu son rôle vraiment très faible au niveau du financement des entreprises. Voilà. Merci voilà, beaucoup. Je voudrais ajouter pour la bourse, un citoyen de l'extérieur. Merci. Je voudrais ajouter à cela, il conviendrait peut-être voir quelles sont les mesures nécessaires et suffisantes pour accroître et dynamiser du point de vue de la profondeur du marché. C'est-à-dire obliger les entreprises à partager le capital via des augmentations de capital, etc. Donc, ça contribue. Bon, bien sûr, en période de crise, le problème n'est pas toujours évident. Si Bilal, qu'est-ce que vous en pensez? Brabi, si vous permettez, c'est Bilal, puisqu'on va profite de votre présence et toutes les questions vont se rapporter sur le marché financier et la bourse. Donc, je veux ajouter des petites choses que j'aimerais vous entendre aussi sur ces aspects-là. Ce que je sais, c'est que idéalement, d'une manière idéale, optimalement, en Tunisie, ce qu'il y a, c'est que on a les marchés financiers et notamment le marché obligataire, idéalement, je dis, doivent financer les grands groupes. Ça, c'est idéalement. La caisse de dépôt et de consignation doit être un levier pour financer les grands projets d'infrastructure, qui sont bien sûr générateurs d'emplois et de développement. Les banques, idéalement, doivent financer les PME. Et les opérateurs spécialisés vont faire des microcrédits. Ça, c'est idéalement, théoriquement. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qu'on trouve? La caisse de dépôt et consignation n'a pas encore vraiment pris son essor. Des petites choses. Les banques se sont concentrées sur les grands groupes. Et ceux qui restent orphelins, ce sont les petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas? Et les agréments qui sont demandés par de nombreuses sociétés dans le domaine de microfinance, ils obtiennent les agréments et puis ils seront intéressés par les PME. Je sais qu'au niveau de la bourse, il y a ce marché alternatif. Il y a ces marchés alternatifs où beaucoup de startups ont commencé à y aller. Qu'en est-il de cela? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes en quelque sorte, à mettre de côté pour que l'essor se voit? Finalement, si tard, et je crois ceux qui ont parlé de l'introduction de la bourse, etc., n'est-ce pas? Ce qu'il y a pour les entreprises, d'une manière générale pour les entreprises, il faut une transparence, il faut une information. Il y a beaucoup d'entreprises familiales en Tunisie, ils ne veulent pas.
n'est-ce pas, c'est fermé. Donc, la bourse, c'est le domaine où, au niveau de la gouvernance des entreprises, n'est-ce pas, les gens deviennent des actionnaires. Si on fait la privatisation de certaines entreprises dans le domaine concurrentiel public, eh bien, les ouvriers, les employés, les salariés peuvent acheter de ça. Il faut commencer par cela, parce que les privés, quand ils voient cela, ils vont peut-être s'ouvrir. Les privés, ils n'ont pas intérêt à montrer tout ce qu'il a en tant qu'information financière directement à Sibylle, en tant que responsable de la bourse. Et ils ne veulent pas, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils veulent, c'est payer leurs impôts, etc. Maintenant, au niveau de l'État, s'il y a des entreprises dans le domaine concurrentiel, je parle techniquement, il n'y a pas de ligne rouge ou de ligne blanche. Et ces entreprises-là peuvent employer des gens. Ceux qui sont dedans, ils peuvent y participer au niveau de la bourse. Et c'est ça ce que j'appelle l'actionnariat populaire, si vous voulez. C'est ça ce qui fait dynamiser et qui aura un effet de trickle-down, mais c'est l'État, d'une manière générale, qui doit, n'est-ce pas, y aller. C'est ça le plan qu'il faudrait mettre en œuvre. Et pas rester toujours à la banque centrale, on va se refinancer d'une manière indirecte, les liquidités qu'ils ont, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut un horizon. Ça, ce sont des palliatifs. On dirait qu'on donne un peu de dopage, n'est-ce pas, à quelqu'un qui va faire la course. Bon, il va faire la course, puis ce quelqu'un va se fatiguer. Le dopage a une limite. Ça marche, les Sibylle, mais on aimerait avoir votre réaction sur toutes ces questions-là. Je voudrais ajouter à ça, aux questions de Chokri et de SD. Qu'est-ce qui empêche que le bassin minier dans le phosphate, la compagnie, ما تدخلش في البورصة وما تعملش augmentation de capital, elle distribue aux ouvriers les mêmes ouvriers pour qu'ils se sentent concernés par le capital pour en faire un outil de travail inclusif. 5 ou 10% du capital, parce que le capital est énorme. Et une partie de ce capital, encore 10 ou 15%, ouvert pour des compagnies d'assurance ou des trucs comme ça, etc. Qu'est-ce qui empêche que la STEG ne rentre pas en bourse et elle distribue une partie de son capital à ses propres ouvriers? 5 ou 10%. La SONED, l'ONAS, j'en passe. C'est ça l'économie inclusive, la finance inclusive, que tout le monde participe. Je peux vous assurer que si la compagnie des phosphates, elle était en bourse et que les ouvriers, ils ont des participations, je peux vous assurer qu'ils seraient aujourd'hui en train de travailler et non pas de bloquer la production. Parce que c'est leur compagnie. Ce n'est pas la compagnie de l'État qui est à Tunis. On ne sait même pas où c'est. On ne sait même pas où est le siège. Ça, c'est l'économie inclusive sur laquelle on se bat depuis des années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sibylle. Bien. Je pense avoir reçu une série. Je voudrais juste attirer votre attention. C'est que ce n'est pas de la banque, de la bourse qui va faire ça. Ça, c'est une décision politique. Et Sibylle Sarnoun est directeur administratif, c'est l'organisateur, c'est de la bourse. Il n'est pas à l'origine des lois, mais il peut pousser quand même. D'accord. Sibylle. Merci à vous trois pour cette série de questions. Je vais essayer, j'ai pris quelques notes et vous me rappelez si j'en ai zappé d'autres. Pour commencer, je vais commencer par vous dire
Je suis tout à fait d'accord avec vous trois sur le fait que le marché financier et que la bourse ne jouent pas pleinement son rôle dans le financement de l'économie. Je vais illustrer ça par juste un chiffre. Dans les pays émergents comme le nôtre ou les pays en développement, les marchés financiers, les marchés boursiers participent à peu près à hauteur de 30% dans le financement de l'économie. Chez nous, bon an, mal an, enfin, pas bon an, mal an, depuis des décennies, on n'a jamais ou presque jamais dépassé les 10%. Donc, nous avons réellement un problème de taille et nous ne jouons que le tiers du rôle que nous devrions jouer. Pourquoi cela? Un marché financier, pour qu'il joue son rôle, il faut qu'il y ait et de l'offre et de la demande. L'offre, c'est une offre de titres. Et aujourd'hui, nous sommes un des rares, voire presque une exception planétaire, des bourses où on ne trouve pas ni les télécoms, ni le secteur minier et de l'énergie, ni les utilities, ni le tabac, ni le transport, à l'exception de Tunisair, ni l'agriculture, ni le tourisme. Donc, on a des pans entiers de l'économie. Je peux l'estimer à 40 ou 50% de l'économie qui échappe et qui n'est pas représentée en bourse. Donc, aujourd'hui, on a une bourse qui présente une très, très faible offre de produits, de titres. Et elle n'intéresse pas les investisseurs qui cherchent à diversifier, qui cherchent à se positionner sur un secteur donné. Donc, réellement, on a une bourse où on a 52 ou 53% qui sont des titres bancaires et financiers. Le reste, un peu de tout dans la distribution, dans les concessions automobiles, et de l'industrie de consommation. Donc, ce n'est pas réellement représentatif. Un autre chiffre, aujourd'hui, le PIB, la capitalisation boursière, cette offre de produits est à peine de 22% par rapport à notre PIB. Dans ces mêmes pays émergents, elle est de 50%. Elle est bien entendu, dans les pays développés, elle peut aller jusqu'à plus de 100%. Donc, c'est pour vous dire que là, il y a une très, très faiblesse de l'offre qui ne nous permet pas d'agir sur des pans entiers de l'économie et de contribuer et financer. Tout à l'heure, vous avez parlé de la STEG-IOT. Si la STEG-IOT était chez nous, on aurait eu des émissions d'emprunts obligataires sur ces grands organismes et ça aurait augmenté de façon très, très significative la contribution du marché financier et du marché boursier dans le financement de l'économie. Maintenant, au côté demande. Aujourd'hui, quels sont les investisseurs qu'on peut avoir à la bourse? Dans le monde, on parle de deux types d'investisseurs. Il y a le particulier, monsieur tout le monde, il y a l'institutionnel. Malheureusement, en Tunisie, on est resté une bourse de particuliers, contrairement à nos voisins pas loin d'ici, qui sont une bourse d'institutionnels. Les deux modèles sont mauvais. Il faut avoir un bon mix des deux. Le particulier, il permet d'assurer, c'est comme la notion de division de risque chez les banques, il permet d'assurer un flux permanent de volume et une certaine stabilité boursière. Par contre, l'institutionnel, lui, il draine des volumes. Et l'institutionnel, non seulement il draine des volumes, mais aussi il peut être attractif d'investisseurs étrangers institutionnels comme lui, comme les fonds d'investissement. Donc, il peut y avoir un effet d'entraînement qui, malheureusement, n'est pas encore le cas chez nous. Entre autres causes au fait que les étrangers ne viennent pas chez nous, en plus de l'étroitesse du marché, la petitesse de la taille, il y a également la réglementation d'échange qui n'est pas très, très favorable aux investisseurs étrangers sur le marché financier tunisien. Il y a des affirmations qui ont été dites sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, quand on dit que Covid
a eu des impacts très, très négatifs sur la bourse de Tunis. Là, je ne suis pas d'accord parce que toujours, moi, j'adore faire parler les chiffres. Quand on se compare avec d'autres marchés, depuis le début de l'année, nous, on est à -6. L'ensemble des marchés que nous observons, ils sont entre -15 et -20. Les volumes que nous avons traités aujourd'hui, comparativement à l'année dernière, à la même période, nous sommes même en légère augmentation par rapport à l'année dernière. Également, une autre affirmation que je veux corriger, qui dit que la bourse s'arrête le Covid lorsqu'il y a des attentats. Je peux vous assurer que la bourse ne s'est pas arrêtée une seule seconde. On n'a pas eu arrêt de la bourse, même pas une seconde. Alors que d'autres bourses très développées même ont été obligées pour arrêter l'hémorragie et la descente en enfer et l'effet moutonnier des investisseurs, ils ont fait actionner ce qu'on appelle le circuit breaker, le coupe-circuit pour arrêter une descente rapide. Et nous, on n'a pas utilisé ça du tout. Et la bourse, depuis des années, elle ne s'est pas arrêtée une seconde. Et Dieu merci, ça c'est grâce aussi aux équipes de la bourse. Même pendant la période de confinement, on avait un siège désert et tous les services étaient assurés à distance. Et c'est une fierté, au moins sur le plan technologique. Maintenant, il est vrai qu'il y a une méconnaissance des produits boursiers et que les Tunisiens ne sont pas très aguerris et on n'a pas beaucoup d'investisseurs tunisiens et je pense que c'est une faute aussi de notre part. On ne fait pas beaucoup de marketing, on ne vend pas beaucoup bien les produits boursiers. Même si nous avons fait un programme de diffusion de la culture boursière, un programme articulé autour de plateformes de challenge online avec un portefeuille virtuel pour éduquer les gens à gérer un portefeuille. On a une plateforme de e-learning gratuite qui s'appelle Investia Academy qui est aujourd'hui qui compte plusieurs milliers d'internautes. Mais ce n'est pas suffisant. Là aussi, je mesure. Aujourd'hui, si en France, on a 6% de la population française a au moins un compte chez un intermédiaire financier ou agit ou un portefeuille dans le marché financier, en Tunisie, c'est uniquement 0,6%. Donc, on a, et encore, les Français, ce n'est pas la référence, c'est pas comme les Américains. Donc, aujourd'hui, on est aussi très, très en retard, même par rapport aux Français. On est à peu près un dixième du taux de pénétration des marchés financiers chez les ménages. Ceci également, l'absence, ce faible taux de pénétration est dû également au mécanisme de collecte et d'orientation de l'épargne longue vers le marché financier. La locomotive ou le vecteur porteur de cette épargne longue un peu partout dans le monde, c'est devenu l'assurance et plus particulièrement l'assurance vie. Malheureusement, l'assurance vie en Tunisie, elle est à ses débuts. Les montants en jeu ne sont pas très, très importants et le catalogue de placement des assurances n'est pas très favorable au marché financier. Le catalogue des assurances leur fixe un plafond de 20%, mais il n'y a pas de plancher et malheureusement, les assurances ne jouent pas en notre faveur en termes de placement et de dynamisation du marché, même si comme je disais, dans les autres pays, c'est l'assurance qui fait le plus gros du volume de placement dans les marchés financiers. Quelqu'un veut prendre la parole? Je n'ai pas terminé, mais allez-y si quelqu'un veut m'interrompre. Oui. D'accord. J'aimerais faire 3 petites remarques. C'est vrai qu'au niveau de la capitalisation boursière, je ne sais pas au niveau du chiffre que vous avez cité, si vous avez inclus les sociétés d'assurance
les sociétés, tout ce qui est leasing. Je crois que est-ce que ceci, dans le chiffre que vous avez avancé au niveau de la capitalisation boursière, je pense que 600 inclut la capitalisation boursière, peut-être atteindrait 70%. Est-ce que je me pose la question? Si on inclut tout ce qui est leasing, etc., ou peut-être un peu moins. Ça, c'est. Non. La capitalisation, juste je réponds sur ce point-là, la capitalisation boursière, c'est la somme de la valeur boursière des 79 sociétés cotées uniquement, et elle est à 22% du PIB. Ah, c'est tout. D'accord. Donc, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, ça inclut les sociétés de leasing, etc. Et d'assurance. Les sociétés d'assurance au nombre de 4 cotées. Celles qui ne sont pas cotées, on ne connaît pas leur capitalisation. Voilà, d'accord, tout à fait. Donc, si potentiellement tout ceci était coté, ça sera encore beaucoup plus grand. Ça, c'est. Imaginez si on a tout le secteur de l'assurance, toutes les banques, les utilités, absolument. la SNDP, là, on peut avoir, et c'est le seul moyen. Et tout à l'heure, je prendrai aussi 30 secondes pour vous dire pourquoi nous voulons dépasser 50% du PIB. Tout à fait d'accord. Deuxième petite remarque, un peu sur la Covid. Moi, je pense que l'absence des secteurs sinistrés, les plus sinistrés, que vous avez mentionnés, au niveau du transport, oubliant un peu Tunisien, au niveau du tourisme, etc., ils ont permis de limiter les dégâts au niveau de la bourse. Ils ont limité parce que ça, c'est un côté positif, je dirais. Dans tout malheur, il y a quelque chose de bon. OK? Mais je dirais que, est-ce que vous croyez que les retentissements de cette crise-là, est-ce qu'ils vont jeter de l'ombre sur les perspectives des sociétés qui sont cotées et qui devraient se ressentir au niveau de 2021 ou 2020 et 2021? Donc, est-ce que c'est une question que je me pose? C'est psychologique même, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus, je dirais, et il y a un effet psychologique, n'est-ce pas, qui l'emporte sur l'effet, n'est-ce pas, disons direct. Ça, c'est une deuxième. Troisièmement, et je termine avec cela, étant macroéconomiste essentiellement, je dirais que vraiment la bourse, c'est l'image, ça reflète l'économie. C'est un miroir qui doit refléter l'économie. Si on est devant un miroir et qu'on montre uniquement un petit doigt, on ne voit pas du tout. N'est-ce pas? Donc, si vraiment il y a eu les réformes, moi, ce qui m'étonne, la bourse de Tunis existe depuis 69. C'est ça, corrigez-moi, je crois que l'indice a été mis à 100 durant cette année. 69 quand même, ça fait des années, n'est-ce pas? On est passé, n'est-ce pas, avec l'ère les bonnes années des années 70, n'est-ce pas? C'est ça où il y a eu le boom. Et on aurait dû faire vraiment ce qui aurait dû être fait. Le marché financier, d'une manière générale, quand je parle de la bourse, il y a, on dirait, des réticences, n'est-ce pas, au courant avant la révolution, après la révolution, n'est-ce pas, c'est aussi autre chose. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de mettre ce qui a été construit au niveau de la réglementation en pratique. Quand on parle de la privatisation, des réformes économiques, quand on parle des réformes structurelles, quand on parle de politique sectorielle, au niveau du numérique, au niveau de l'industrie, au niveau de ceci, quand on parle de la privatisation des entreprises publiques dans le domaine concurrentiel, je n'oserais même pas parler, n'est-ce pas, de stratégique, parce que pour moi, n'est-ce pas, quand le pays, quand l'inclusivité de chez nous, comme ça a été dit, c'est de faire participer les travailleurs essentiellement. C'est ça un peu l'économie sociale et solidaire par le biais de cette bourse. Donc, je crois que, franchement, au niveau de la gouvernance, au niveau de la transparence, au niveau de l'application des réformes, tout ceci, ça a été fait, ça se reflétera sur la bourse. Donc, le gros problème, tout ce que vous êtes en train de faire, avec vos efforts, je vous comprends totalement, mais nous-mêmes, en tant que Tunisiens, etc., nous attendons les grands décideurs
qu'ils mettent en œuvre en application ce qui devrait être fait au niveau des réformes qui, bien sûr, se répercuteront sur essentiellement la bourse. Pourquoi je me demande cette question-là? Pourquoi l'actionnariat populaire au niveau, comme ça a été dit, de ces entreprises-là, pourquoi on n'intéresse pas les gens du Cameroun ou les gens de je n'en sais rien? On leur dit, voici une petite part. Au lieu de dire 5 ou 10%, au lieu de dire non, tout ce que la compagnie Sparksgafsa quitte, un poumon d'oxygène, maintenant, c'est devenu un fardeau sur le budget de l'État. Le budget de l'État, même qu'on est en train de chercher de la liquidité, c'est pas ça le grand problème. Même quand on parle des PME, je m'excuse, il faut qu'on ait des PME qui sont concurrentielles, qui sont compétitifs. C'est ça ce qui fait une valeur ajoutée. Parce que le grand problème de la Tunisie, c'est la production et la productivité et compétitivité. C'est ça ce qui compte et c'est ça qui se reflètera sur l'économie réelle et bien sûr aura un trickle-down effect sur le marché financier et sur la bourse. Voilà. Merci Azdine, je te remercie beaucoup. Je voudrais ajouter quelques gouttes de ce que tu viens de dire. En fait, un marché financier développé, c'est la composante essentielle d'une économie. Et plusieurs études ont démontré que le lien entre le développement financier et la croissance économique est indiscutable. Le marché financier développé joue un rôle fondamental pour le suivi des flux financiers et la canalisation d'épargne. Il facilite la diversification, la gestion du risque. Il contribue à l'échange des biens et des services. Un secteur financier insuffisamment développé avec un accès limité au financement constitue un obstacle à la croissance économique, ce que nos dirigeants politiques devraient le comprendre. Dans cette situation, il n'est pas possible de mesurer les risques financiers que nous vivons. L'intermédiation devient inefficace. La bourse ne sert plus rien du tout, elle est stagnante. Quand le marché financier n'est pas en mesure d'influencer l'affectation des ressources avec 10%, vous allez influencer. Quand il ne peut pas gérer correctement l'information en temps voulu, les ressources économiques ne peuvent pas être utilisées de manière productive. Depuis le début des années 90, la Tunisie a vécu une période où la croissance a été la plus rapide de la région, avec une libéralisation financière. La croissance économique, avec un développement du marché financier, en particulier la refonte de la bourse, depuis les années 90, 92. C'était ça. Sauf que, il y a eu une sorte une pause qui a fait craindre que ce développement financier n'a pas été suffisamment significatif pour assurer la pérennité d'une croissance inclusive. Les régions n'ont pas toujours un secteur financier inclusif. Les produits sont limités. Le marché informel a pris de la place. Pourquoi? Parce que le marché financier formel était en stand-by. Le marché informel occupe une place aujourd'hui très importante pour constituer un canal de fuite des fuites financières. Les fuites financières viennent de là, parce que le marché financier formel, il est en gestation. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais revenir vers les questions. Mais avant, je voudrais peut-être donner la parole à Bilal, non? Ou on passe aux questions. On passe aux questions. Alors, il y a une première question
est-ce qu'il ne faudrait pas réactiver la politique de privatisation avec une stratégie inclusive via la bourse pour les ouvriers. Il y a une autre question qui est très importante, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas une loi d'amnistie fiscale globale sous contrainte, sous condition d'intégrer le marché financier formel? Bilal, qu'est-ce que vous pensez? Entre la privatisation et l'amnistie fiscale, sous condition. Je vais répondre sur ces deux questions, si vous permettez, à des points que je ne souhaite pas laisser passer sans réagir là-dessus. Tout à l'heure, vous m'avez le parti là, vous avez suggéré d'imposer d'ouvrir le capital, d'ouvrir plus le capital des sociétés cotées pour qu'il y ait de la profondeur et du volume. Aucune bourse dans le monde n'oblige les sociétés de s'ouvrir. Non, d'inciter. Justement, donc le législateur, il ne peut qu'inciter. L'incitation, elle a été mise en place par une incitation fiscale sur les 5 années qui suivent l'introduction pour baisser l'IS de 25 à 15 ou de 35 à 20 si le taux de diffusion dans le public est supérieur à 30%. Parallèlement à cela, tout à l'heure, vous avez parlé du marché alternatif. Je ne sais pas qui a parlé du marché alternatif pour les PME. Le marché alternatif a été lancé en 2007. Et de 2007 à 2020, on n'a que 13 PME dans le marché alternatif. Donc, sur 13 ans, on a 13. Le calcul est simple. Alors qu'on a en compte, les PME en Tunisie se comptent par milliers, voire par dizaines de milliers. Le marché alternatif n'a pas fonctionné pour 2 raisons. La première raison, c'est que nous avons mis les conditions d'accès à la bourse presque aussi importantes et aussi difficiles qu'une grande entreprise bien structurée. Donc, déjà, il y a une barrière à l'entrée de par le coût d'introduction et de par la difficulté de se conformer aux exigences d'un marché, d'une cote principale et d'un grand groupe. La deuxième erreur qu'on a commise à l'époque, c'est qu'on n'a pas mis une muraille de Chine entre les investisseurs du marché central, où on a le grand public, mon père de famille qui a sa petite épargne et tout, et il doit mettre son argent là où il y a le minimum de risque, donc sur les grandes entreprises, et on leur a permis aussi d'investir sur un marché de PME qui, par nature et par essence, et partout dans le monde, c'est un marché très, très risqué. Il peut y avoir des fluctuations très, très importantes à la hausse. Ça marche et le nombre, il ne peut être que très, très faible. Hein. Les très grands succès sont sur le coup du poids, mais également à la baisse, parce que c'est un marché où il y a pas mal de cas. Malheureusement, ayant autorisé les petits épargnants à aller sur ce marché alternatif, ils ont perdu pas mal d'argent sur ce marché-là, parce que ça fait évaluer le risque, et ils n'ont pas pu, et ça a eu un impact négatif sur l'ensemble de la bourse. Et aujourd'hui, lorsque une petite société, une petite CAPI, qui ne représente même pas 1 pour 1000 de la CAPI boursière, baisse de 20%, là c'est l'eau, là c'est toute la bourse, on est dans un marché, on a perdu de l'argent et on a du mal à analyser un peu ce sentiment. Depuis août dernier, donc c'est depuis une année, nous avons revisité les textes régissant le marché alternatif et on a essayé de parer à ces deux manquements. La première chose qu'on a prise, qu'on a dit, un marché alternatif
destiné à des PME. Les PME n'ont pas les moyens, ne peuvent pas s'offrir les moyens et ne peuvent pas avoir l'organisation qu'il faut comme les grandes entreprises. Donc, on a mis des conditions très assouplies d'accès et des coûts beaucoup moindres. De l'autre côté, on a dit, mais attention, il est interdit aux investisseurs particuliers, aux petits porteurs, d'aller sur ce marché-là. Et on l'a exclusivement dédié à des investisseurs qualifiés, des investisseurs qui ont la capacité à étudier et à évaluer le risque et à l'assumer également. Donc, et le texte est venu à nommément désigner qui sont ces investisseurs qualifiés. Donc là-dedans, on va trouver les SICAR, les TPR, la CDC, les banques, les assurances, enfin, il a cité, il a défini qui sont ces investisseurs-là. Et j'espère que ce marché-là, assoupli d'un côté et dédié à un public d'investisseurs de l'autre, qui sont c'est des preneurs de risques et donc c'est le métier de prendre des risques d'investissement. J'espère que ça va se développer très, très rapidement. Revenons maintenant aux entreprises publiques. On sait tous que depuis des années, les entreprises publiques, c'est pas on nous a aligné beaucoup de lignes rouges. Il est hors de question de les privatiser, même si elles sont dans des secteurs concurrentiels, etc. Et il y a eu une proposition d'un texte de loi qui vient changer un peu le mode de gestion des entreprises publiques. J'ai profité de ce texte de loi et j'ai été rencontré à 2 reprises les partenaires sociaux, du GTT plus exactement, pour exposer le fait que le listing en bourse d'une entreprise publique permet au moins 3 choses qui intéressent le partenaire social. La première, c'est avec la notion de golden share, l'État peut continuer à avoir un droit de regard sur l'entreprise et elle ne perd pas son caractère d'entreprise publique. Le deuxième, et ça peut faire partie des négociations, les partenaires sociaux peuvent exiger une partie de l'actionnariat, même avec une décote pour les salariés, pour les intéressés dans le capital. Et la troisième, c'est un partage, c'est de la transparence, c'est un partage d'informations aujourd'hui qui est un peu opaque. On a beaucoup d'entreprises publiques qui n'ont pas publié leurs états financiers depuis 2018. Donc, c'est un moyen, le jour où on cote des entreprises à la bourse, il y a des obligations de publication trimestrielles et semestrielles et ça va démocratiser la transparence de ces entreprises-là. Maintenant, je reviens à vos questions. C'est Tahir. La première sur la privatisation via la bourse vient de répondre. Donc, je pense que même les gens du GTT que nous avons rencontrés aujourd'hui ne sont pas, du moins, les lignes ne sont pas si rouges que ça et ne sont pas farouchement opposés à la cotation en bourse des entreprises publiques, si bien entendu, on leur assure une certaine sécurité sur le maintien des postes d'emploi, des avantages et la performance qu'il faut. La deuxième question sur l'amnistie fiscale. L'amnistie fiscale ou d'échange, j'en ai parlé au tout début, c'est une très très bonne solution si on y intègre aussi la stabilité des fonds qui vont être amnistiés, et cette stabilité, elle doit servir à la santé économique. Donc, obliger une proportion relativement importante des fonds amnistiés qui auront payé au préalable, je ne sais pas quel niveau de taxe qui va être exigé, mais l'autre partie qui va rester, obligée de canaliser une partie pour financer le titre 2 ou les émissions de project bonds pour l'infrastructure dans les régions, ou pour cette émission qui va permettre d'honorer une partie des dettes de l'État vis-à-vis des entreprises, ça serait
ça serait un excellent outil et ça peut être même, ça peut donner un peu plus, même un caractère citoyen à cet argent que nous qualifions de peut-être sale et que nous allons probablement le rendre plus citoyen, plus productif et plus respectable. Voilà. Pourquoi ça bloque du point de vue politique? Je pense que les différents courants politiques n'ont pas traité la question ensemble en dehors des caméras. Et quand je vous dis, moi j'ai été voir l'UGTT, il n'y avait pas de caméra, je peux vous garantir qu'ils sont que les experts et que le niveau d'échange, il était d'un niveau mais extrêmement très important, de très haut niveau. Et il n'y a pas eu du tout tous ces clashs qu'on voit à la télé. Il faut absolument que ce débat citoyen responsable, qu'il se fasse en dehors des tiraillements politiques, loin des caméras et de la recherche de buzz, et qu'il y ait, je sais pas, qu'il y ait une volonté de faire ce débat-là et de le tenir en dehors de ces. Et je suis sûr et certain que c'est très facile de trouver un dénominateur commun à tous les courants politiques s'agissant de la Tunisie. Oui, merci beaucoup. Il y a eu une question qui est très intéressante. Faut-il augmenter le capital des banques pour les rendre plus robustes financièrement et soutenir le financement de la relance et de la reprise? Le capital des banques en lui-même, en tant que montant, n'est plus une mesure nécessaire pour dire s'il faut ou pas augmenter. En fait, le niveau de fonds propres des banques dépend de deux points essentiels. Le premier, c'est d'assurer ou de répondre aux exigences et aux normes et aux ratios imposés par la Banque centrale, qui sont aussi également issus des standards internationaux, des règles baloises, etc. Donc, il faut que la banque respecte les ratios de la Banque centrale. Mais de l'autre côté, la banque, elle doit aussi respecter sa propre stratégie. Il y a des banques qui veulent rester petites, ou qui travaillent sur des niches, ou qui travaillent sur ou qui travaillent sur un type de financement, la finance islamique ou autre, et d'autres qui veulent être plus universels, globalistes, ou généralistes et qui cherchent des parts de marché. Les deux cas de figure ne nécessitent pas le même niveau de fonds propres. Et du coup, donc, je pense que la combinaison des deux, le respect des ratios de la Banque centrale et de la taille que la banque peut se donner, c'est ça qui fait qu'il y a des banques qui sont sous-capitalisées ou surcapitalisées. Mais globalement, maintenant, si on agrège les 30 banques qu'on a en Tunisie, les locales plus les offshore, je pense qu'on est largement surdoté et il doit y avoir un moyen de réduire ce nombre par des fusions-absorptions, et la meilleure preuve à cela, aujourd'hui, on entend parler de banques qui sont mises à la vente et qui ne trouvent pas de repreneurs parce que probablement. Si Bilal, vous êtes dans le secret des dieux, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez, quel est votre sentiment pour une réforme fiscale dans le sens d'une simplification et d'une stabilisation de la politique fiscale. Est-ce que vous pensez qu'on verra ça, pas demain, mais peut-être après-demain?
en tout cas, ce n'est pas qu'une volonté. Je pense que le projet de loi de finances a commencé à annoncer la couleur. Avec la fusion de 3 niveaux de taux d'IS, les 13,5, les 15 et les 25, qui vont fusionner à partir de 2021 au taux de 18%. Je pense qu'il y a un début de convergence et je pense que le taux de 18%, on est un peu dans la moyenne des pays de l'OCDE, qui est un bon taux. Maintenant, il y a quand même une distorsion par rapport aux salariés que nous sommes. On n'a pas, nous, salariés, on paie beaucoup plus que ça. Et je pense que aujourd'hui, ce qui est au tout début de votre intervention, on a parlé de l'interprétation de la baisse des importations en Tunisie par le fait que la machine de la consommation qui commence à être grippée, justement, un des moyens de remettre de la capacité de consommation et du pouvoir d'achat, c'est de revoir également le taux d'impôt sur les personnes physiques. Maintenant, il faut attendre un peu, voir que donneraient les mesures mises en place pour élargir l'assiette fiscale et intégrer une partie de l'informel dans notre pays. On verra. Mais je pense que la prochaine visite, le prochain effort fiscal doit s'adresser aux personnes physiques plus qu'aux personnes morales. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question qui fait suite à la question d'augmentation du capital des banques. Moi, j'allais réserver cette question-là pour peut-être un autre webinaire, mais puisque vous avez... moi, ce que vraiment je pense, en Tunisie, le marché est trop petit. Il y a trop de banques en Tunisie. Trop de banques comparées à des pays plus grands que nous, qui ont des meilleurs rendements, des meilleurs résultats. Il y a trop de banques en Tunisie et le problème, c'est qu'au niveau des services, même avant d'augmenter le capital, même au niveau des services, au niveau des citoyens, etc., les citoyens sont perdus. La question ne se pose pas uniquement à vous, c'est Bilal. Il y a des frais de je ne sais quoi qui sont pratiquement mis sur le dos, en fin de compte, du client. Il n'y a pas une vraiment transparence d'une manière directe au niveau des charges. Et le grand problème, c'est que, un peu comme la Cour, il ne faut pas regarder les banques en Tunisie, même si on les compare au Maroc. La notion de banque, ce n'est pas uniquement l'augmentation du capital. Les banques, il n'y a plus de file d'attente quand on va dans des pays, n'est-ce pas, même au Maroc ou autre, au niveau. Donc, avant même l'augmentation du capital, pourquoi il y a 3 entreprises publiques, les grosses boîtes? On a parlé du regroupement. Qu'en est-il? C'est ça ce que je veux dire, l'action et les résultats. Avant d'augmenter le capital, il faut revoir pratiquement le regroupement, merger and acquisition. C'est ça ce qu'il faudrait essentiellement faire pour vraiment rehausser un peu la chose et même leur intervention au niveau, ça se reflètera sur la bourse, n'est-ce pas? Il y a trop, c'est éparpillé, c'est des mosaïques un peu partout. Voici un peu la remarque sur laquelle j'ai voulu rebondir suite à la question d'augmentation du capital. Voilà. Merci beaucoup, Esdine. D'ailleurs, notre binaire du mercredi 28, je crois, va traiter de cette question avec Sidi Ahmed Karam, président de l'Union maghrébine des banques, la contribution des banques tunisiennes au financement de la relance inclusive. Sibylle, revenons à notre sujet. À votre avis, en 2 mots, est-ce que vous pensez, quelle serait la condition nécessaire, que le marché financier tunisien, en l'état actuel des choses, est susceptible de financer d'une manière effective
opérationnel un plan de relance inclusif? Fondamentalement, oui, parce que toute l'organisation du marché, nous sommes organisés selon les standards internationaux. Nous répondons aux standards internationaux. Il n'y a aucune raison que d'autres marchés organisent exactement comme réussissent et peuvent financer l'économie, mais pas nous. Qu'est-ce qui nous manque, nous? C'est la taille, et la taille ne veut que la taille et la décision. Et les deux dépendent du pouvoir politique et de la volonté politique. Et je pense qu'il y a, je n'arrête pas de dire, on n'est pas demandeurs, nous, on est offreurs. Nous avons, il faut nous voir comme une opportunité. Nous, on finance à hauteur de 10%. Venez nous utiliser pour lever et diversifier vos sources de financement du budget, du titre 2 et de l'économie de façon générale. Les banques financent à hauteur de 90% l'économie. Je pense que c'est un plafond. Les banques, elles sont également limitées par leur ratio et les banques deviennent sélectives et les banques présentent une aversion au risque. C'est la colonne vertébrale de l'économie qui est la PME qui est en train de payer le prix de ses choix. Donc, messieurs les politiques, au sens très large du terme, gouvernement, ARP, vous avez une opportunité à saisir qui n'est pas très visible. Saisissez ça, c'est le marché financier. Merci beaucoup, Sibylle. Je retiens, je ne sais pas si j'ai tort, je retiens que la balle est dans le camp politique. Les économistes, Dieu sait qu'il y en a, sont là, les financiers aussi. Les structures existent. Nous avons un marché financier top idée. On attend la stabilité politique. Nous attendons des décisions hardies pour qu'il y ait un plan de relance inclusif à moyen terme avec des objectifs clairs et nets. On attend la crédibilité politique. Sibylle, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que Sibylle Sahnoun est le directeur général de la Bourse des valeurs immobilières de Tunis. Merci beaucoup, Sibylle, d'avoir accepté d'être avec nous. Je remercie si Ezdine Larbi, prof d'économie, est néanmoins ami, d'être avec nous. Je remercie encore une fois Chokri El-Gharbi, rédacteur en chef du journal La Presse, d'être avec nous. Et je vous donne rendez-vous mercredi 28, 14h, avec Sidi Ahmed Karam, président des banques maghrébines, pour parler de la contribution des banques tunisiennes, du système bancaire tunisien, pour le financement de la relance inclusive. Au revoir et bon après-midi. Merci. Au revoir.